Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pour mieux aborder cette thématique qui est au centre de notre ouvrage, il nous paraît impérieux de nous intéresser et d'interroger une réalité inhérente à la vie de l'homme comme animal social, à savoir la famille. Cet intérêt se justifie par le fait que sa nature et ses caractéristiques sont capitales au moment de comprendre comment se font et se défont les différentes relations et interactions en son sein. En réalisant une radiographie de la société actuelle, et surtout, en ayant en toile de fond la famille, on observe d'énormes mutations affectant les diverses composantes de celle-ci. L'une d'entre elles est le mariage. De l'avis d'un grand nombre, celui-ci a cessé d'être l'institution sociale, avec droits et obligations, par laquelle il faut nécessairement passer pour vivre en couple, avoir des enfants et pouvoir les élever. L'époque actuelle est marquée par cette importance, mieux encore par cette préséance accordée littéralement au bonheur et à l'épanouissement individuel. C'est-à-dire que, de nos jours, la relation conjugale est entendue comme un facteur devant obligatoirement procurer le bonheur et le bien-être. Le cas contraire, le couple peut carrément y mettre fin sans autre forme de procès. En ce sens, le divorce ou la séparation se sont progressivement convertis en des options bien prisées par bien des couples dans le monde entier. Ainsi, les unions matrimoniales se sont nettement fragilisées, au point où les ruptures sont devenues à leur tour si fréquentes ou presque même banales. Cette tendance continue malheureusement à prendre toujours de l'ampleur, et ce, à un rythme vertigineux. En scrutant cette réalité sociale, il est tout à fait légitime de nous interroger sur les pourquoi et les comment de ces transformations sociales. Selon plusieurs observateurs, l'une des raisons justifiant cet état des choses est que le mariage a peu à peu cessé d'être l'union entre deux familles, particulièrement en Afrique subsaharienne, pour se convertir en un choix individuel entre deux personnes libres et consentantes. Ceci est, faut-il le rappeler, un acquis provenant de la consolidation et du respect indéfectible des droits humains. C'est aussi une conséquence de l'individualisme qui a envahi les sociétés occidentales depuis le XVIIIe siècle, et l'Afrique subsaharienne n'est plus actuellement épargnée par cette tendance. Dans un tel contexte, les rôles des époux ont subi de lourds changements. Par exemple, si antérieurement c'était l'autorité paternelle qui dominait, actuellement celle-ci laisse progressivement place à une autorité parentale valorisant et se basant sur l'apport de deux conjoints. En plus, les femmes ne se contentent plus de s'adonner uniquement à la tâche de ménagère, d'épouse ou de mère. Au contraire, elles sont de plus en plus indépendantes, particulièrement grâce au marché du travail qui leur ouvre davantage les portes. Un autre aspect capital à souligner est qu'elles jouissent déjà de plus de possibilités de contrôler leur fécondité, tout en ayant des aspirations personnelles autres que celles d'être épouse, mère et femme au foyer. Un autre facteur à mettre en exergue consiste en cette forte désaffection à l'égard de la pratique religieuse, principalement du catholicisme qui défend l'indissolubilité du mariage, par voie de conséquence, le divorce étant purement et simplement interdit. Sur le plan social, les lois et normes relatives au divorce se sont graduellement ajustées aux mœurs de la majorité de la population. Ainsi, dans plusieurs pays, y compris ceux d'Afrique subsaharienne, sur le plan juridique et social, le divorce a cessé d'être une faute ou un état de vie honteux, rendant alors possible, par exemple, le fait de vivre en concubinage ou dans une union libre. En d'autres mots, il s'est installé une certaine tolérance sociale accrue et une certaine banalisation du divorce et de la séparation. Il existe une autre transformation non négligeable, à savoir l'importance accordée à l'enfance ainsi qu'à ses droits. Par rapport à cet aspect, signalons que la figure du père a changé, passant de celle de maître et commandant de bord à celle d'un participant plus actif et attentionné à l'éducation et au sain développement de l'enfant. À cause de tous ces éléments mentionnés, nous comprenons parfaitement pourquoi une certaine fragilité menace la structure familiale et particulièrement l'union conjugale. Si c'était jusqu'à un passé très récent, une réalité bien lointaine et propre à l'Occident, la famille en Afrique subsaharienne manifeste de plus en plus une certaine vulnérabilité et semble déjà touchée par une crise multidimensionnelle. Observée également dans d'autres régions, celle-ci se vérifie clairement à travers le nombre toujours croissant de divorces et de séparations. En jetant un regard rétrospectif, nous constatons effectivement qu'il existe plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce phénomène,
parmi lesquels nous citerons la promotion et la centralité de l'individu dans la conception actuelle du monde. Si les sociétés traditionnelles africaines étaient caractérisées par une certaine préséance du groupe sur l'individu, cette vision perd progressivement du terrain, permettant ainsi à ce que l'individu s'érige en la mesure de toute chose. Ce changement de paradigme ne se présente pas sans conséquence sur la nature et l'identité de la famille. En effet, cette mutation de caractère social a un impact non seulement sur l'évolution de la famille tout entière, mais aussi sur les rapports tant internes qu'externes de cette structure sociale. Sur le continent africain, cette évolution implique nécessairement des aspects positifs comme négatifs. Et parmi ceux-ci, on peut mentionner certaines valeurs telles que la possibilité d'opérer des choix libres concernant son ou sa partenaire et d'opter pour le nombre d'enfants, l'éducation à leur proposer, le choix du domicile, etc. Tous ces aspects dépendent fondamentalement de la préférence et du désir des conjoints. Actuellement, il appartient donc à l'individu de décider librement de l'orientation de sa vie ainsi que de celle de sa famille. Ces différents aspects, tant positifs que négatifs, procédant de cette vision, ont permis à ce que non seulement tout l'univers familial se modifie foncièrement, mais aussi que d'autres modes de vie à deux, autres que le mariage, apparaissent et s'installent progressivement sur l'échiquier social africain. Cela peut s'observer à travers l'augmentation du nombre d'unions libres et de la fréquence toujours plus croissante du célibat. En plus, chose jusque-là rare sur le continent, les familles recomposées et monoparentales se multiplient. La monoparentalité ayant fait son apparition et s'étant consolidée graduellement, un autre aspect qui mériterait d'être souligné est le fait que les nouvelles technologies de la reproduction s'enracinent déjà peu à peu, révolutionnant en même temps la conception traditionnelle de la parentalité tout autant que de la famille. Toutes ces mutations positives observées ne peuvent pas nous faire oublier le côté sombre de cette divinisation de l'individu, ou mieux dit, de sa liberté. À ce propos, l'une des conséquences négatives est effectivement le taux de divorcialité qui est sans cesse en nette progression dans les sociétés africaines actuelles. Indépendamment de sa nature et de son origine, si le divorce demeure généralement une expérience douloureuse aux répercussions désastreuses pour toute la famille, il l'est particulièrement pour l'enfant. Au-delà de toute considération idéologique, le divorce en soi constitue une transition majeure dans la vie de tous les membres de la famille, entraînant presque inévitablement une série de répercussions psychologiques aussi bien que sociales. Il implique ainsi la définition de nouvelles fonctions parentales, de nouveaux rôles économiques et sociaux, sans oublier la restructuration des réseaux de relations sociales qui doivent également être modifiés et ajustés à la nouvelle réalité. Tous ces effets peuvent se prolonger longtemps, parfois même bien au-delà d'autres aspects liés à la séparation. Par exemple, la procédure judiciaire pourrait être déjà résolue depuis longtemps alors que continuent de se maintenir d'autres manifestations relatives à la rupture. Avant d'entrer beaucoup plus en profondeur de notre thème, en tenant compte de tout ce qui précède, disons que le divorce pourrait généralement être décrit comme l'aboutissement d'une situation préalablement conflictuelle qui officialisera la rupture d'un couple et scellera l'éclatement de la famille. Comme on pourrait bien le supposer, la rupture de cette unité sociale et affective ne peut pas être vécue et ressentie de la même manière par toutes les personnes concernées. En réalité, c'est l'enfant qui paie indubitablement le lourd tribut dans une telle situation. Dans la plupart des cas, cette rupture peut constituer une véritable source de nombreux traumatismes psychiques chez ce dernier, cet être en développement et ne jouissant pas encore de toute l'armature nécessaire pour faire face à ce genre de situation douloureuse. Soulignons que ces conséquences seront beaucoup plus intenses si la séparation survenait à un moment particulier et très sensible de sa croissance. Dans bien des cas, celui-ci tend à se protéger contre ces circonstances traumatisantes en manifestant des conduites réactionnelles pouvant parfois être pathologiques. Dans la mesure où le divorce de ses parents entraînerait l'éclatement de la famille, cette situation s'accompagnerait généralement de l'explosion de ses points de repère et de la disparition momentanée de certaines balises, pourtant nécessaires pour son développement. C'est pour cela que la rupture constitue une expérience à haut risque traumatique pour l'enfant. Comme tout événement potentiellement traumatique, la séparation des parents est communément suivie de diverses phases,
dont la première est adaptative et caractérisée par une angoisse prédominante. Elle est accompagnée des symptômes tels que le déni, l'agressivité ou la dépression. Cette phase initiale passera le relais à une deuxième où l'individu tentera de canaliser son angoisse. Au cours de celle-ci, le sujet recourra à des mécanismes d'adaptation qui peuvent être fonctionnels, c'est-à-dire pouvant lui permettre de poursuivre son développement de manière harmonieuse. Le cas contraire, surgiront des mécanismes non fonctionnels avec la probabilité d'apparition de divers symptômes négatifs tels que des plaintes hypocondriaques, une inhibition scolaire, le trouble du sommeil, une décompensation névrotique ou psychotique, etc. Plus que le divorce en soi, ce sont la nature de la mésentente parentale et la place de l'enfant au sein du conflit qui influenceront son évolution. Comme nous l'avons dit, le divorce implique un certain nombre de répercussions, et malheureusement il s'agit là d'une question qui est souvent éludée, particulièrement en Afrique subsaharienne. Parmi ces conséquences, celles de caractère psychologique sont les plus négligées. Ce peu d'intérêt observé lorsqu'il est question de l'enfant s'explique principalement par le statut de ce dernier dans les sociétés traditionnelles africaines, où il était souvent ignoré et apparemment transparent pour la plupart des adultes. Indépendamment de la situation géographique ou culturelle, bien des études multidisciplinaires rapportent que la rupture parentale est essentiellement très mal vécue par l'enfant quel que soit son âge. En effet, si nombreuses sont les études qui ont tenté de mettre en évidence les conséquences psychologiques, physiques ou socio-économiques de la séparation du couple sur l'enfant, les résultats ne sont pas toujours unanimes et concordants. De manière générale, la littérature sur le sujet laisse transparaître le constat selon lequel les enfants issus de foyers déstructurés ou monoparentaux démontrent un plus fort risque d'exposition à divers problèmes psychosociaux. En plus, le divorce n'a pas que des effets à court terme, il peut aussi influer profondément et perturber la vie adulte. À ce propos, le docteur Jacques Maillet, pédopsychiatre à Lyon, avait fait un constat judicieux. En investiguant sur le nombre de divorces et le mal-être des adolescents qui vont toujours croissant, il estima qu'une analyse scientifique approfondie sur ces questions devrait s'imposer. Effectivement, on peut le déplorer et le constater avec lui, il existe peu de publications scientifiques solides sur les conséquences du divorce chez l'enfant. Même s'il faut reconnaître que les choses s'améliorent progressivement, disons tout de même que beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi, il nous semble impérieux de creuser ce sujet par-delà les considérations idéologiques, tout d'abord pour accompagner et venir en aide aux parents confrontés au divorce ainsi qu'à ses éventuelles conséquences sur leur progéniture. Ensuite, pour leur proposer les moyens nécessaires et efficaces pour mieux protéger leur descendance d'une crise parentale qu'elle subit sans le vouloir et n'ayant véritablement pas le choix. Et en Afrique subsaharienne, ce combat s'avère beaucoup plus complexe, tant les obstacles pour les parents comme pour l'enfant demeurent énormes. En choisissant de nous intéresser à ce thème, notre objectif principal consiste à présenter, partant d'une optique essentiellement clinique, certaines clés pour comprendre l'impact sur l'enfant du processus afférent au divorce ou à la rupture d'une relation sentimentale de ses parents. Pour mener à bonne fin cette mission, nous commencerons par définir quelques concepts fondamentaux concernant notre thématique. À coup sûr, cette clarification conceptuelle nous facilitera la tâche au moment d'appréhender les différents mécanismes relatifs au divorce qui consistent en tout un processus. Une fois saisi et éclairé le caractère progressif du divorce ou de la séparation, nous tenterons d'exposer non seulement quelques effets néfastes de la rupture sur l'enfant, mais aussi les raisons pour lesquelles ils se produisent. En tenant compte de tout ce que nous venons d'évoquer par la suite, notre attention va donc se porter sur l'analyse, dans un contexte principalement subsaharien, du rôle que les enfants jouent souvent entre les deux parents séparés, et surtout, comment cela pourrait atténuer ou compliquer davantage la communication et la relation des personnes engagées dans ce combat multidimensionnel. Il s'agit ici de reconnaître que le divorce est un processus impliquant plusieurs aspects, de diverses tonalités. Nous continuerons en accordant un peu de temps à certains aléas relatifs aux situations de rupture. Tout ce parcours tendra et se conclura par des propositions concrètes d'un certain nombre de règles élémentaires pour les parents, tuteurs ou proches. Ces recommandations pourraient servir à amortir les effets négatifs sur l'enfant, celui-ci étant souvent considéré comme l'oublié du divorce ou de la séparation de ses parents.
En fait, dans la plupart des cas, cet être, pourtant si fragile, se retrouve dans cette condition d'oublié puisque les grandes personnes sont fréquemment prises et tellement noyées dans des interactions à haute teneur conflictuelles et traumatiques qu'elles en viennent carrément à délaisser, ignorer, exclure, négliger le sort et le bien-être de l'enfant. Généralement, c'est l'un des deux camps qui se rend coupable de cette inattention. Même si, faut-il le reconnaître, il n'est pas exclu que les deux à la fois tombent dans cette dramatique erreur. Et cette négligence de ses besoins pourrait se convertir en une véritable source de problèmes tant psychiques que somatiques. Dans le souci d'amortir les probables répercussions négatives sur l'enfant, nous essaierons principalement de rappeler et de souligner comment redonner et consolider la place adéquate que devrait normalement occuper l'enfant lors de ces expériences présentant généralement un intense contenu traumatique. Chapitre 1 : Petite excursion bibliographique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous paraît judicieux de jeter un regard, somme toute furtif, sur l'état des lieux de la question qui nous intéresse présentement. Reconnaissons d'emblée que nous n'avons pas trouvé grand-chose en relation avec le continent africain, raison pour laquelle nous allons principalement porter notre attention sur la littérature au niveau international. Il est vrai qu'on rencontre quelques données concernant les Africains, mais ce sont ceux vivant comme immigrés en Occident. Généralement, après le divorce ou la séparation, comme nous le verrons plus en avant, l'enfant fait face à bien des difficultés, et il se retrouve parfois obligé à réagir afin de s'adapter à la nouvelle situation qui s'impose à lui. Son adaptation dépendra bien évidemment de l'impact de cette rupture, et surtout, de la réaction de ses parents. Il existe des auteurs qui ont abordé cette thématique à partir de différentes perspectives, et nous avons déniché quelques écrits s'intéressant à divers aspects concernant ce thème. Par exemple, Jacobson avait investigué sur quelques éléments ayant un impact sur l'adaptation psychologique de l'enfant au cours des 12 derniers mois après la séparation. Elle s'était penchée sur la situation de 51 enfants provenant de 30 familles. Et son constat avait été que, plus s'élargissait la période vécue par l'enfant loin de son père, plus marquée allait être sa désadaptation, manifestée particulièrement par l'agressivité et les difficultés d'apprentissage. Quant à Kelly et Wallerstein, ils avaient étudié les habitudes d'un échantillon d'enfants provenant de 60 couples en instance de divorce. Ils s'étaient intéressés aux visites du parent n'ayant pas la garde, parent dit visiteur. Selon eux, les sujets dont l'âge se situait entre 2 et 8 ans voyaient plus souvent ce parent comparativement à ceux qui étaient déjà plus âgés. Pour ceux ayant 9 et 10 ans, les visites étaient irrégulières ou rares, parfois presque inexistantes. Face au divorce, les plus âgés réagissaient en manifestant de la colère. Leur conclusion finale confirmait l'existence d'une corrélation entre la rareté des visites et celle ayant un caractère destructif. Dans une recherche bibliographique, Stewart avait fait le constat selon lequel, dans les années 1960 et 1970, les professionnels de santé mentale ne partageaient pas une même vision concernant la question de savoir si le divorce ou la séparation parentale provoquait des conséquences négatives de longue durée sur les enfants, ou si ces effets pouvaient s'avérer simplement insignifiants ou même bénéfiques. Au début des années 1980, l'auteur Rutter arriva à la conclusion selon laquelle le fait d'être séparé de sa famille pouvait rendre un enfant malheureux à court terme, mais que cela n'avait guère d'importance comme une cause directe des troubles de longue durée. D'autres scientifiques, tels que Kurdek et Sieski, avaient affirmé que la progéniture issue de parents divorcés ne se considérait plus grand qu'eux. Pas inférieure à celle partageant la vie avec ses deux parents, et elle ne considérait en aucun cas que la séparation de ses parents soit responsable d'un quelconque impact négatif sur ses relations avec les pères, ou ses futures aspirations sur le plan conjugal. Alors que Peterson et Dzill, en inventoriant des données issues d'enquêtes nationales sur un échantillon de 2301 enfants menés aux États-Unis, étaient parvenus à la conclusion selon laquelle les sujets les moins déprimés et les moins introvertis étaient ceux qui vivaient avec leurs deux parents, tandis que ceux qui habitaient seuls avec leur mère biologique présentaient de mauvais résultats, car dans ce groupe, le nombre de déprimés et d'introvertis était particulièrement élevé. Concernant les sujets de sexe masculin, ils avaient observé que plus d'enfants manifestaient un comportement antisocial. Alors que chez les filles, la situation n'était pas aussi grave.
Un autre aspect relevé par ces auteurs était que la propension au comportement déviant était particulièrement marquée chez les enfants vivant avec un parent du sexe opposé. Stolberg, Kampler, Currier et Wells, quant à eux, avaient examiné certaines caractéristiques individuelles, familiales et environnementales relatives à l'adaptation et à l'inadaptation de l'enfant après un divorce. Les influences environnementales font référence aux changements survenus sur le plan du voisinage, par exemple, l'installation dans un nouveau quartier, les aptitudes sociales indispensables pour se faire de nouveaux amis ainsi plus grands qu'eux. Que les aptitudes appropriées en communication. Quant aux influences familiales, elles comprennent l'hostilité entre les parents et les méthodes d'éducation inadéquates et susceptibles de rendre les enfants agressifs. L'étude s'était basée sur la comparaison entre 87 enfants issus de mères divorcées et 47 autres provenant de familles considérées comme intactes. La conclusion confirma le fait que les changements dans la vie d'un enfant, notamment l'installation dans un nouvel environnement ou le changement d'école, étaient les variables les plus importantes concourant à son inadaptation après un divorce, suivi de l'hostilité dans le couple et de l'adaptation des parents après leur rupture. Se basant sur des critères d'évaluation du bien-être, Amato et Key s'étaient intéressés à 92 études, comparant d'un côté, des enfants vivant dans une famille monoparentale en raison du divorce, et d'un autre côté, des individus issus de familles considérées comme normales et intactes. Dans la plupart de ces travaux, ils avaient remarqué que les jeunes sujets provenant de familles divorcées avaient présenté un moindre degré de bien-être, indépendamment du rendement scolaire, de la conduite, du développement psychologique, de l'estime de soi, de leurs aptitudes sociales et de leur rapport avec d'autres enfants. Les deux auteurs avaient abordé ces études sous une triple perspective. Premièrement, ils constatèrent que les enfants ayant expérimenté le divorce jouissaient souvent d'une moindre attention, d'une faible aide et d'une insuffisante surveillance de la part de leurs parents. Deuxièmement, ils se rendirent compte que le divorce impliquait une baisse du niveau de vie des familles dirigées uniquement par les femmes, car leurs revenus se retrouvaient souvent en deçà du seuil de pauvreté. Enfin, ils soulignèrent le fait que les conflits entre parents, avant et durant la séparation, causaient un grave stress à la progéniture. Leurs conclusions permirent de comprendre que les enfants ayant des parents divorcés étaient désavantagés par l'absence de l'un des deux. Et cela leur permit de calibrer l'hypothèse selon laquelle les conséquences négatives du divorce étaient dues en partie à la baisse du niveau économique. Les témoignages recueillis rendirent aussi possible la révision de l'hypothèse selon laquelle le conflit familial entraînait un faible degré de bien-être. Dans une autre étude sur le divorce des parents et le bien-être à l'âge adulte, en s'appuyant sur les données de 37 travaux, ces deux auteurs avaient conclu que les conséquences de la rupture des parents se faisaient sentir sur le bien-être psychologique, dépression, faible satisfaction de vie, sur le bien-être familial, faible qualité des relations matrimoniales, forte probabilité de divorce, sur le bien-être socio-économique, bas niveau des apostrophes, instruction, faible revenu et peu de prestige sur le plan professionnel, et sur la santé physique. Rappelons tout de même que certains auteurs émirent des réserves concernant ces conclusions, car la fiabilité de ces données observées n'avait vraiment pas été évaluée. Enfin, dans une autre méta-analyse s'intéressant aux études sur le divorce, Amato était parvenu à la conclusion selon laquelle les enfants issus de familles divorcées manifestaient non seulement davantage de difficultés comportementales et plus de symptômes d'inadaptation psychologique, mais qu'ils présentaient aussi des résultats scolaires inférieurs, plus de difficultés sur le plan social et une moindre estime de soi par rapport aux enfants provenant de familles supposées normales ou intactes. Nous pouvons aussi citer le travail de deux auteurs qui nous paraît important. Il s'agit de Rogers et Prior, qui avaient examiné plus de 200 études britanniques sur l'impact de la séparation et du divorce sur les enfants. Ils avaient fait le constat selon lequel il existait quelques désavantages à long terme sur ces derniers. Par exemple, ils avaient évoqué un faible revenu du ménage, un moindre niveau d'instruction, un comportement introverti, l'agressivité, la délinquance, les problèmes de santé, l'abandon du foyer en bas âge, l'activité sexuelle précoce, la dépression et la toxicomanie. Ces deux auteurs avaient aussi fait remarquer qu'il n'y avait pas de lien direct entre la séparation des parents et la façon dont les enfants s'adaptaient à leur environnement.
Considérée comme l'une des éminences dans le domaine du divorce, Judith Wallerstein est effectivement l'un des spécialistes qui se sont particulièrement intéressés aux conséquences de ce processus sur l'enfant. Elle avait été membre d'une équipe qui s'était penchée sur une étude longitudinale, échelonnée sur 25 ans. Cette étude avait abordé le problème relatif aux réactions des enfants et des adolescents face à la séparation ou au divorce de leurs parents. Elle était basée sur des entrevues auprès de 130 enfants, ainsi que de leurs 2 parents. Ces sujets avaient parlé avec tristesse de l'enfance qu'ils n'avaient pas vécue. Ils avaient dit avoir ressenti de la colère et souhaité que quelqu'un s'occupe d'eux. D'après leurs propos, le divorce les avait dépossédés d'un certain degré d'affection et de protection tout au long de leur développement. La moitié de ces individus interrogés avaient sombré dans un usage abusif des drogues et de l'alcool au cours de leur adolescence. Et plus de la moitié avaient atteint un niveau de scolarité inférieur à celui de leurs parents. Parvenus à l'âge adulte, leur plus grande crainte était que leur propre relation ne soit vouée à l'échec, comme celle de leurs parents. Dans l'une de ses œuvres, Wallerstein parvient à la conclusion selon laquelle les enfants ayant été victimes du divorce étaient ceux qui souffraient le plus à l'âge adulte. Car ils expérimentent durement l'impact de la rupture, particulièrement lorsqu'ils se mettent à la quête de l'amour, de l'intimité sexuelle et d'un engagement sérieux. Ils traînent avec eux un lourd fardeau, au point de se retrouver souvent dans l'impossibilité de se représenter un individu épanoui dans une relation stable. En réalité, le souvenir de l'échec de leurs géniteurs porte énormément préjudice à leurs propres aspirations, leur occasionnant par le fait même beaucoup de chagrin et les conduisant au désespoir. En guise de conclusion, nous pouvons dire que ces travaux nous permettent d'établir, tant bien que mal, quelques facteurs qui contribuent à provoquer des conséquences néfastes chez l'enfant lors du divorce ou de la séparation de ses parents. Malgré quelques limites inévitables, ces recherches nous éclairent et nous permettent à cerner, avec plus ou moins d'exactitude, les répercussions découlant de ce phénomène non moins douloureux. Il s'agit, par exemple, des attitudes violentes, une persistance des conflits, une hostilité continuelle, des relations compliquées avec les pères ou les parents, une perturbation des rôles et des capacités parentales, la perte de contact avec le parent qui n'a pas la garde, une difficile adaptation psychologique à l'un des parents ou des deux à la fois, la perte de sécurité et de l'estime de soi, des troubles psychologiques, des sentiments de tristesse et de perte, la colère, un faible rendement à l'école et au travail, des problèmes sociaux comme la délinquance et les conduites déviantes, des problèmes d'addiction et de prise de substances toxiques, de compliqués rapports parents-enfants et des relations insatisfaisantes à l'âge adulte dues au manque de confiance, ce qui pourrait se convertir en un facteur déclencheur d'une fréquence élevée de divorces précoces. Connaissant tous ces effets qui menacent la vie de l'enfant expérimentant le divorce ou la séparation, il est tout à fait logique d'envisager comment les combattre, ou tout au moins comment minimiser leur impact. Pour cela, il est indispensable d'en percevoir et d'en maîtriser les tenants et aboutissants. Avant de nous lancer dans cette odyssée, il nous paraît impérieux de commencer par décrire et scruter les différents concepts pouvant nous servir de toile de fond dans l'approche du sujet qui retient présentement notre attention. Chapitre 2 – Quelques concepts fondamentaux. 2.1. Famille. Emprunté au latin familia, le vocable famille signifiait étymologiquement et historiquement un ensemble de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.